Bonjour, bonjour, bienvenue sur Les Deux Rives, le média francophone d'actualité de l'Amérique latine. Alors, avant de commencer, je fais appel à tous ceux que l'Amérique latine intéresse, qui se spécialisent euh, sur un des pays de cette région. Les Deux Rives font appel si vous voulez faire une chronique vidéo, un peu dans le style que nous sommes en train de faire. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous publierons et ferons connaître votre point de vue. Dès lors, évidemment, que votre analyse soit un autre point de vue sur l'Amérique latine, un autre son de cloche de celui que donnent les médias dominants. Je vous rappelle aussi, bien évidemment, que aucun milliardaire ni aucun État ne finance les Deux Rives. Nous ne comptons que sur vous. Donc nous vous invitons à aller sur notre site www.lesdeuxrives.info, de cliquer sur Soutenez-nous et de faire une contribution dans la mesure de vos moyens. Voilà, je vous remercie d'avance. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème particulier, très intéressant, à travers trois faits divers qui se sont déroulés en Amérique latine ces derniers jours, mais qui finalement montrent une certaine vision commune. C'est le lien, je veux traiter aujourd'hui du lien entre le crime organisé, les gangs, le paramilitaire, le narcotrafic et le néolibéralisme. À travers trois faits d'actualité en Équateur, en Haïti et en Colombie, notamment le massacre dans une prison en Équateur, nouveau massacre, il y en a eu plusieurs, à travers des affrontements incessants entre les gangs en Haïti et le paro armado, donc l'espèce de couvre-feu généralisé qu'a imposé le cartel du Golfe dans les régions du nord de la Colombie. Alors, déjà, je vais revenir un par un sur ces trois faits d'actualité et pour essayer de montrer le lien inquiétant qu'il y a entre le crime organisé et les gouvernements néolibéraux pour pouvoir faire avancer leurs agendas et pour surtout démobiliser les protestations citoyennes. Commençons par l'Équateur. Donc il y a eu récemment un nouveau massacre dans une prison à Santo Domingo, en Équateur, donc 44 morts, plusieurs dizaines de blessés. Alors je vais faire une entorse à ce que je fais d'habitude, mais pour qu'on voit vraiment de quoi on parle, je vais passer une petite image des résultats de cet affrontement entre gangs dans les prisons. Donc évidemment, éloigner les enfants de l'écran s'il y en a, puisque les images sont assez fortes, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça c'est vraiment la barbarie, hein. Donc 44 morts cette fois-ci. En un an, il y a eu 350 morts lors d'affrontements entre gangs dans les prisons. J'ai eu accès l'année dernière à des vidéos du massacre en live, on va dire. C'est d'une barbarie sans nom. Ces vidéos-là, je ne les passerai jamais. Les Deux Rives, c'est pas non plus un site sensationnaliste. Mais alors, il faut bien analyser ça. Alors, certes, l'Équateur, ça n'a jamais été la Suisse. Guayaquil, c'est pas Neuchâtel. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous nos amis suisses qui regardent les Deux Rives, je sais qu'ils sont nombreux. Néanmoins, lors du gouvernement de la Révolution citoyenne de Rafael Correa, cette violence-là n'existait pas. Et la chape d'insécurité qui s'abat aujourd'hui sur l'Équateur n'existait pas. Cela a commencé en 2018
donc lors du gouvernement de Moreno, les cartels avaient déjà mis la pression sur l'État avec une série d'attentats contre des commissariats, contre des casernes, et finalement ils ont défié l'État dans la volonté de lui quitter des portions de territoire. Et il y a eu un changement aussi, puisque, donc ça évidemment c'est lié au narcotrafic, avec la pénétration des cartels mexicains, notamment du cartel de Sinaloa et du cartel Jalisco Nueva Generación, qui ont établi des franchises en Équateur, notamment pour le cartel de Sinaloa avec le gang Los Choneros, et dans le cas du cartel Jalisco Nueva Generación, avec les gangs équatoriens Los Lobos, Los Tigreros, Los Lagartos. Donc on a là des structures du crime multinationales qui établissent des franchises avec leurs propres méthodes, donc, pour l'acheminement de la drogue, donc là pour le coup de la drogue colombienne, non, parce que l'Équateur ne produit pas de cocaïne, de l'acheminement de la drogue colombienne via la côte Pacifique jusqu'au Mexique et évidemment jusqu'aux États-Unis. Donc, c'est sur le narcotrafic qu'a prospéré une insécurité grandissante qui aujourd'hui affecte évidemment la population, puisque dans plusieurs villes ou portions de villes ou plusieurs territoires de l'Équateur, on assiste à des couvre-feux où, y compris la police, les services d'ordre de l'État conseillent à la population de rentrer chez eux parce qu'ils ne sont plus dans la capacité d'assurer leur sécurité face aux gangs qui prolifèrent. On voit des exécutions en pleine rue. Il y a quelque temps, il y a eu devant le Sheraton de Guayaquil, il y a eu un tueur à gages qui a tué un avocat. Et évidemment, cela affecte non seulement les mobilisations populaires, mais ça laisse les mains libres aussi à l'État de continuer à vendre les richesses du pays. Et ce n'est pas un exemple isolé. L'Équateur n'est pas un exemple isolé. Si ce n'était qu'un exemple isolé, à la limite, bon, il y aurait certainement des racines à voir, mais ça n'en est pas un. Et pour cela, on va en Haïti. Alors en Haïti, à quelques jours de différence avec le massacre dans la prison de Santo Domingo, il y a eu des affrontements entre gangs qui se sont soldés par 39 morts et le déplacement de 9000 personnes. 9000 personnes. Il y a eu 48 écoles de fermées, 5 centres médicaux et 8 marchés. Donc là on voit, je rigole mais c'est pas drôle, on voit comment les gangs finalement font la loi dans des États qui s'apparentent de plus en plus, alors dans le cas d'Haïti c'est plus que s'apparenter, à des États faillis. Là, un petit retour en arrière est nécessaire pour le cas d'Haïti, parce qu'on a dit, le retour en arrière il a été assez rapide pour l'Équateur, hein, puisque cette situation-là n'existait pas sous Rafael Correa. Dans le cas d'Haïti, on se rappelle donc que l'ex-président, je ne sais même plus comment l'appeler, Jovenel Moïse, qui avait été élu via une fraude électorale, avait, sous la pression du FMI, augmenté l'essence de 50%. Alors on sait comment ça se termine généralement quand on s'en prend au transport, hein, il suffit de penser au Caracaso, à Caracas, en Équateur en 2019, aux Gilets jaunes aussi. Et évidemment, cela avait mis le peuple haïtien dans la rue, 2 millions de personnes, hein, sur une population de 11 millions. C'est comme si en France, on avait des manifestations de 12 à 13 millions de citoyens, donc c'était énorme. Alors, Moïse avait battu en retraite, sauf que bien souvent, dans ces cas-là, la flamme avait été allumée et le peuple haïtien avait commencé à contester la corruption, notamment la corruption de l'apport qu'avait réalisé durant plusieurs années Petrocaribe, c'est-à-dire l'entreprise pétrolière vénézuélienne, dont l'argent, on parle de 3,8 milliards de dollars, avait été détourné par la classe politique haïtienne. Et donc, les contestations faisant leur chemin,
Toute l'année 2019 a été une mobilisation en grève générale. Moïse avait eu un temps de répit en 2020 pour le Covid, mais dès la fin des confinements, la crise avait continué et le président Moïse, à l'époque, avait même mis la main sur le Conseil national électoral contre l'avis de la Cour de cassation, avait gouverné sans le Parlement qui était illégitime puisque le mandat des parlementaires était arrivé à terme, donc il gouvernait par décret, donc on avait là un autoritarisme complet, mais un autoritarisme qui avait comme conséquence de jeter le peuple dans la rue avec une certaine organisation et notamment une pression pour aller à des élections et une certaine unité de l'opposition. À partir du retrait des forces d'occupation étrangères, notamment de la MINUSTAH, on a vu comment le pouvoir politique s'était allié avec certains gangs pour faire baisser, on va dire, la pression populaire. On se rappelle par exemple du massacre de la Saline en 2018, où des membres de l'État haïtien étaient liés avec les gangs dans un massacre qui avait fait 71 morts dans un quartier de Port-au-Prince. Et puis on se rappelle de l'assassinat aussi du bâtonnier de Port-au-Prince. Donc là, on voyait que les gangs avaient un poids direct dans le contrôle social, dans une situation de mobilisation citoyenne permanente. Alors, en 2021, juillet 2021, Moïse est assassiné, on s'en rappelle, par un commando de paramilitaires colombiens, avec l'appui de certains secteurs politiques haïtiens, le soutien logistique de la mafia vénézuélienne à Miami, puisque ces mercenaires avaient été recrutés via une entreprise de sécurité tenue par un Vénézuélien à Miami, et puis quand même le souligner, avec la cécité totale des services de renseignement des États-Unis, vu qu'un magnicide se prépare sur leur sol et ils n'en savent rien. Alors soit ils sont ultra incompétents, soit il y a eu des, on va dire, tensions politiques et cela a été, ils ont laissé faire finalement. En revanche, je fais ce petit aparté pour Haïti, d'une part parce que pas grand monde connaît la situation en Haïti, c'est bien dommage, et puis parce que il faut voir où est-ce qu'on en est arrivé, puisque depuis l'assassinat de Moïse, donc c'est son premier ministre qui avait été nommé dans des conditions douteuses, Ariel Henry, qui a pris donc illégalement le pouvoir, il n'y a pas d'élection. Et là, pour le coup, c'est open bar pour les gangs, affrontements généralisés, kidnapping, règlement de compte. Et puis, là, on le voit, démobilisation de la population. Démobilisation de la population qui ne veut pas se risquer à prendre les rues, puisque les rues appartiennent aux gangs. Donc finalement, les néolibéraux trouvent leur compte lorsque l'État faillit et que la violence légitime n'appartient plus à l'État, puisqu'il est décomposé, les institutions sont complètement cassées, et ce sont des groupes irréguliers qui prennent le pouvoir et qui prennent le contrôle de plusieurs territoires. Et donc là, comme en Équateur, ce climat terreur favorise l'exploitation par l'oligarchie locale ou multinationale des ressources du pays sans que personne ne bronche. Voilà. Le troisième cas, alors c'est un cas modèle, puisque c'est un peu le modèle d'Haïti et de ce qui se passe aujourd'hui en Équateur, c'est évidemment la Colombie. Donc en Colombie, cet état de fait est là depuis de nombreuses années. C'est un des piliers de l'uribisme, donc ce système narco-politique lié à des groupes paramilitaires qui feraient régner la terreur et pour s'accaparer des portions de terre et de territoire de la Colombie. Et donc, alors en Colombie, je rappelle que il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un dirigeant social, syndical, écologique, des droits de l'homme, un journaliste, etc., qui ne soit assassiné.
Et ça donc depuis plusieurs années. Donc c'est aussi le modèle, c'est-à-dire qu'une fois que cette terreur des gangs, du paramilitarisme a pris le territoire d'un pays, eh bien, ceux qui luttent pour une autre façon de gouverner, ceux qui luttent pour l'intérêt général ou les droits sociaux, ben, sont éliminés au nom de l'insécurité qui règne sur le pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Colombie ces derniers jours? Alors, je dis bien ces derniers jours. Hein. Il y a eu ce qu'on appelle un paro armado. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paro armado? C'est la façon dont les groupes irréguliers colombiens ont de pressionner l'État lorsque quelque chose ne leur convient pas. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une protestation du cartel du Golfe, du nord de la Colombie, qui protestait contre l'extradition aux États-Unis d'un de leurs chefs historiques, alias Otoniel. En quoi ça consiste, ce paro armado? Eh bien, ça consiste en un couvre-feu imposé par les groupes irréguliers sur des portions du territoire. Là, en l'occurrence, c'est 158 équivalents à départements. donc, si vous voulez, c'est pas rien. Ça a été à peu près un quart de la Colombie qui a vécu dans un régime de terreur, c'est-à-dire tout le monde à la maison, confinement, confinement par les groupes armés, et si vous sortez, vous êtes battu ou assassiné. Alors, ça s'est traduit comment? Ça s'est passé du 4 au 10 mai 2022, et ça s'est traduit par 24 personnes assassinées, 15 attentats et près de 150 villages ou communautés qui ont été confinés, plus évidemment des incendies de voitures ou de camions de livraison, etc. Plus personne ne sort. Voilà, confinement. Alors, là encore, la Colombie, ça a été le modèle. Hein. C'est le modèle qui est répliqué en Équateur, qui est répliqué en Haïti, qui a été pendant très longtemps aussi répliqué au Honduras, où l'Honduras était un narco-État avant que le pouvoir politique soit récupéré par le gouvernement progressiste de Xiomara Castro, qui va avoir fort à faire. Et là encore, on voit comment, finalement, le développement de ces gangs, de ce paramilitarisme, se fait main dans la main avec une classe politique néolibérale que ça arrange bien d'avoir ce régime de terreur et qui peut dégénérer aussi en élimination des opposants sous le couvert de l'insécurité pour pouvoir faire avancer leurs agendas et ne pas avoir de grandes manifestations ou de regroupements collectifs qui puissent mettre en péril le développement de cette politique. Alors cet état de chaos permanent est soutenu d'une manière ou d'une autre par les pays occidentaux. En ce qui concerne la Colombie, bon, évidemment, le narco-gouvernement actuel est soutenu par tous les pays occidentaux. Le président Duque, avant lui Uribe, était reçu dans toutes les chancelleries occidentales. En Haïti, le régime illégal illégitime de Jovenel Moïse n'a tenu que par le soutien du core group, c'est-à-dire de ces pays de la dite communauté internationale. En réalité, il s'agit des États-Unis, de l'Europe, du Canada et de l'OEA, de l'Organisation des États américains, qui ont maintenu finalement Jovenel Moïse en place jusqu'à son assassinat. Là, je crois que c'est très important parce qu'on voit que ce sont des foyers de chaos qui déstabilisent toute la région. En ce qui concerne le paramilitarisme colombien, il a été tué un président, même illégitime, en Haïti, donc Jovenel Moïse. Il attaque de manière récurrente le Venezuela. Les groupes du crime organisé mexicain se déplacent en Amérique centrale et donc en Équateur, comme on a pu le voir. Et donc, cela crée un foyer de chaos dans une région qui ne demande qu'à se développer et, comme nous le voyons aussi, à s'émanciper de la tutelle des États-Unis. Et en cela peut être comparé à Daesh, qui joue à peu près le même rôle au Moyen-Orient, ou aujourd'hui au bataillon ukrainien nazi, Azov, Haïdar et compagnie,
qui non seulement évidemment attaquent la Russie, mais finalement termineront par être un foyer de déstabilisation permanent, y compris pour l'Europe de l'Ouest. Ça, c'est au niveau, c'est on va dire la conséquence géopolitique de cette espèce de stratégie du chaos pour pouvoir garder le contrôle des ressources naturelles et surtout du contrôle social, du contrôle de la population pour qu'elle ne se révolte pas. Voilà. C'est un sujet très important. Je crois que c'est un sujet qui... J'ai pris 3 pays parce évidemment, c'était les 3 pays. Il y a eu, en une semaine ou 2, il y a eu 3 faits divers qui ont permis de voir qu'il ne s'agit pas là d'une singularité d'un seul pays d'Amérique latine, mais vraiment d'une vision globale et d'une manière de gouverner. J'espère que ce point de vue vous a été utile, peut-être même aussi pour analyser votre propre réalité. N'hésitez pas évidemment à me faire des commentaires et à partager cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.